C'est bon, je vais vous présenter la conférence d'ouverture. Donc, c'est Normand Mousseau, qui est professeur et auteur du livre Les défis des ressources naturelles, et Hugo Lapointe, donc cofondateur, porte-parole de la Coalition pour le Québec et meilleures mines, qui vont faire la conférence d'ouverture. Excusez-moi, on se revoit tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, donc je me présente, je suis Normand Mousseau, je suis professeur de physique à l'Université de Montréal. Je suis la question des ressources naturelles depuis déjà quelques années. Et c'est un peu pour ça, je pense, que je suis ici aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de mines? Pourquoi est-ce qu'on parle de minières aujourd'hui? Bien, en partie, c'est à cause de ce que vous voyez derrière moi. Donc, l'évolution très importante du prix des métaux en général depuis une dizaine d'années. Donc, si on regarde l'indice de base qui inclut un ensemble de métaux, on voit que cet indice-là a été multiplié par 4 en 10 ans. Donc, aujourd'hui, ces métaux-là, ensemble, se vendent 4 fois plus cher qu'ils se vendaient il y a 10 ans. Dans certains cas, c'est beaucoup plus encore. Si on regarde le fer, on a parlé du minerai de fer dont le prix était en décroissance depuis quelque temps, mais en décroissance d'un sommet très élevé de 180 $ la tonne, où on était en fait parti de moins de 20 $ la tonne il y a 10 ans. Donc ici aussi, on a une multiplication de 5 à 6 en termes de prix du minerai. Et évidemment, quand on voit une multiplication comme ça implique qu'il y a du nouvel argent qui rentre dans le système et ça implique qu'il y a beaucoup de gens intéressés. À la fois les minières, les prospecteurs, donc ceux qui font l'exploration, voient dans des prix élevés une façon intéressante de justifier leurs activités. Les minières elles-mêmes qui vont développer des nouvelles mines, des nouveaux centres d'exploitation. Les citoyens des régions minières qui vont bénéficier de retombées, les gouvernements et l'ensemble des citoyens des pays producteurs. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens intéressés quand les prix des métaux augmentent. Et ce que je voudrais faire dans les quelques minutes qui me sont allouées ce matin, c'est un petit peu revenir sur la question de quels sont les défis auxquels on doit faire face quand on parle d'exploitation minière. Il faut savoir que l'exploitation minière, c'est ça qui a lancé la civilisation humaine il y a à peu près 12 000 ans, 10 000 ans, avec le début de l'exploitation du cuivre, l'âge de bronze, ensuite l'âge de fer. La grande révolution industrielle qui a commencé au début du 18e siècle a vraiment connu son explosion il y a à peu près 150 ans, quand on a mis au point les premiers procédés qui permettaient de fabriquer de l'acier en grande quantité à des prix abordables. Et c'est ça qui a vraiment lancé l'explosion technologique qui nous amène où on est aujourd'hui. Donc, il est certain que l'industrie extractive, c'est une industrie qui joue un rôle crucial dans le développement et le maintien de notre économie mondiale et de notre développement technologique, de notre qualité de vie. Donc ça, c'est la réalité globale, mais évidemment, il y a différentes questions qui se posent quand on est du côté des producteurs, des extracteurs et des consommateurs. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est la malédiction des ressources. C'est une expression que j'aime beaucoup parce que ça fait réagir un peu. Cette question-là, qu'est-ce que c'est? Elle a été posée pour la première fois, en tout cas clairement, par l'économiste argentin Raoul Prebisch il y a à peu près 70 ans, à la fin des années 1940. Et sa question était simple. Si on est un pays qui dispose de ressources naturelles, est-ce que c'est plus intéressant pour le pays, en termes de développement économique, de miser toutes ses billes sur le développement des ressources naturelles, par exemple, ou est-ce que c'est plus intéressant de miser toutes les billes sur un développement industriel? Donc, c'était une question, évidemment, qui concernait l'Argentine, mais qui concernait aussi plein de pays. Et la réponse à cette question-là n'est pas aussi évidente qu'on le penserait. Donc, d'un côté, on peut se dire, on sait que la concentration des minerais est quelque chose qui diminue avec le temps. Donc, ce que je montre ici, c'est un graphique qui donne l'évolution de la concentration des minerais dans les mines exploitées en Australie et pour lequel on a des données qui remontent à 1840. Donc, on a plus de 150 ans de données et ce qu'on voit, c'est clairement une diminution inexorable de la concentration moyenne des minerais qu'on exploite. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Bien, puisque les minerais sont moins concentrés, on doit donc faire plus d'efforts pour les exploiter et la pression sur les minerais augmente, les prix augmentent et donc, en fait, on pourrait s'enrichir possiblement plus vite en exploitant des minerais
qu'en développant une industrie manufacturière. Mais en fait, c'est sans compter avec le fait que l'industrie minière, c'est une industrie dont la productivité augmente sans cesse. Donc, ce qui est remarquable, c'est qu'au cours des 100 dernières années, la productivité minière a augmenté plus rapidement que la concentration des minerais. A diminué. Donc, essentiellement, on peut exploiter aujourd'hui une tonne de fer, la sortir de la terre à un coût moindre qu'on pouvait il y a 100 ans. Même, en fait, dans le fer, c'est un mauvais exemple parce que les concentrations sont restées élevées. Là. Mais, donc, on peut le faire. Donc, si on regarde ici un panier des matières premières, entre 1862 et 2000, c'est une étude qui a été faite par le Fonds monétaire international. Ce qu'on regardait, c'est qu'est-ce qu'achète une tonne de minerais au cours du temps. Et ce qu'on voit quand on regarde la ligne noire foncée, on voit que la capacité d'achat de la même quantité de métal est passée d'à peu près 100 à autour de 19-20 en une centaine d'années. Et qu'en fait, donc, à partir surtout des années 1920, on a vu une chute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la même tonne de fer, achète moins de produits, 5 fois moins de produits, qu'elle l'achetait il y a 80 ans. Donc, en fait, un pays qui décide de rester simplement dans l'exploitation des ressources naturelles s'appauvrirait au fil du temps, à moins de toujours augmenter sa production année après année. Donc, pour simplement faire du surplace, on est obligé de produire de plus en plus, et si en plus on veut rattraper le gain des pays qui, eux, développent une économie manufacturière, il faut courir plus vite. Donc, évidemment, il n'y a aucun pays qui dit « je ne fais que des ressources minières ou que du manufacturier », mais ce que ça montre, c'est que quand on met toutes nos billes vers le secteur primaire des ressources naturelles, on s'appauvrit dans le temps. Okay? Et on le voit ailleurs aussi, par exemple, si on regarde simplement au Québec. Donc ici, on montre à votre gauche la production, la valeur en dollars constants, la ligne verte, de la production minière depuis à peu près 1920. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un pic important dans les années 70. Et aujourd'hui, en fait, on atteint un montant qui dépasse ce qu'on a vu historiquement en termes de valeur de minerais produits. Donc, on produit plus en valeur courante que jamais. Et pourtant, quand on regarde la valeur, le pourcentage du PIB qui va dans l'industrie minière, ce pourcentage-là a diminué de moitié depuis 1960 entre 1960 et aujourd'hui. Donc, même si on produit plus, en fait, dans la part de l'économie, cette partie-là diminue. On est autour de 2 %. Donc, il ne faut pas rêver. L'industrie minière, peu importe ce que seront les redevances qu'on ira chercher, ne pourra pas transformer l'économie du Québec parce que ça reste un secteur relativement petit, qui a un impact important dans les régions, dans certaines régions, mais qui n'est pas un secteur qui va transformer l'économie du Québec, comme par exemple le secteur des hydrocarbures a transformé l'économie de l'Alberta et du Canada. Une des choses qu'il faut comprendre, associée avec ce que je viens de dire, c'est qu'en effet, l'industrie minière est de plus en plus efficace, de plus en plus productive. On va voir que ce n'est pas nécessairement mauvais. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'investir moins. En tout cas, on a besoin de moins de gens aussi pour faire le travail. Et c'est assez remarquable. Ce que je trace ici, c'est le nombre d'employés nécessaires pour aller chercher un revenu de 10 millions de dollars. D'accord? Si on prend la moyenne de l'industrie minière au Québec, on a besoin d'à peu près 20 employés pour aller chercher 10 millions de dollars de revenus, c'est-à-dire un employé par 500 000 dollars de revenus. Les nouvelles minières dans le fer qui doivent s'établir sur la limite avec le Labrador, ces minières-là, on prévoit qu'elles vont créer en fait 4 emplois par 10 millions de dollars de revenus. Donc, un emploi par 2 millions de dollars et demi, ce qui est 10 fois moins d'emplois qu'IBM, par exemple. Quand on regarde combien d'employés IBM a, essentiellement, IBM a un emploi par 250 000 dollars de revenus parce que c'est évidemment une industrie tertiaire. Donc, à Fermont, ça serait certainement beaucoup plus intéressant d'un point de vue de création d'emplois de voir s'installer IBM que de voir s'installer une minière. Mais bon, il y a certaines raisons qui font que ça ne sera peut-être pas ça qui va se passer. Mais il faut comprendre que si on mise simplement sur la création d'emplois directs de l'industrie minière, ce n'est pas là que les retombées vont se retrouver.
parce que l'industrie minière est de plus en plus efficace. On connaît une montée très importante des prix des métaux ces dernières années. Et à chaque fois qu'on vit ce genre de croissance-là, les gens disent « maintenant, c'est différent. Ça ne serait plus comme dans le passé et maintenant, ça va monter pour toujours. » Okay? Tout le temps, on répète ça. Or, l'industrie minière, c'est une industrie cyclique. Donc, ce que je montre ici, c'est un cycle dans le prix du cuivre où on passe de 1 $ à 4,5 $ la livre de cuivre en 2 ans seulement. Okay? Donc, on a des fluctuations à court terme. On a des fluctuations à moyen terme. Ici, c'est l'évolution du prix des métaux non ferreux sur une quarantaine d'années. Et on voit encore une fois qu'il y a des hauts et des bas. Et quand on continue, puis on va regarder sur des périodes encore plus longues, on s'aperçoit que par-dessus les cycles d'1 an ou 2, les cycles de 10-15 ans, il y a des cycles qui apparaissent sur des périodes beaucoup plus longues. Et ici, on voit des cycles qui apparaissent sur des périodes de 40, 50, 60 ans. Donc, au début des années du 20e siècle, on voit un cycle montant qui a duré 28 ans avant que les prix retombent rapidement. Un autre cycle qui a duré 15 ans, un autre cycle 16 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur des très longues périodes, quand on analyse les tendances grossières, normalement, les cycles haussiers vont durer entre 15 et 30 ans. On n'en a pas vu, évidemment, on manque de données là, depuis une centaine d'années qui ont duré plus longtemps. Donc, on est déjà dans un cycle haussier qui dure depuis une dizaine d'années. Malgré ce qu'on peut espérer, ce cycle-là ne sera pas éternel et il est certain que les prix vont retomber un jour ou l'autre. La question, c'est quand? Je ne connais pas la réponse. Ceux qui l'ont ont déjà fait leurs investissements, alors c'est comme ça. Donc, il faut, quand on pense à un développement minier, garder en tête ces cycles-là. Parce que les super profits ne seront pas éternels. Par définition, des super profits, c'est des profits hors normes. Donc, parfois, il faut être sous la norme pour arriver à la moyenne. Maintenant, les impacts environnementaux. Donc, comme ça, j'essaie de présenter un certain nombre d'aspects. S'il y a moins de retombées locales avec une industrie plus productive, il y a aussi moins d'impacts environnementaux lorsqu'une industrie devient plus productive. Pourquoi? Parce que l'argent qui est perdu dans la production de déchets puis dans la pollution de l'environnement, c'est un argent qui n'est pas rentable pour une compagnie. Okay? Donc, essentiellement, le développement de procédés plus efficaces permet de diminuer l'impact sur l'environnement. Okay? Donc, ça, c'est un côté positif qu'il faut reconnaître. Et il y a eu des efforts, par exemple, le procédé d'Inco pour essentiellement de fusion éclair à l'oxygène, par exemple, qui a été mis en place entre les années 50 et 80, a permis à la production de nickel, à la purification du nickel, de diminuer de manière très, très forte son impact sur l'environnement. Donc, jusque dans les années 80, en fait, un des plus gros producteurs de pluies acides dans notre région était Inco, en fait, était associé avec la production de nickel. Or, avec la mise en place de ces procédés-là, on a diminué, donc on a enlevé 98 % ou quelque chose comme ça, des émissions acides qu'on envoyait dans l'atmosphère. Donc, et en faisant ça, en fait, on a gagné beaucoup d'argent parce qu'on a réussi à être beaucoup plus efficace, à diminuer la quantité de produits qu'on utilisait pour aller extraire le nickel. Et donc, il y a eu des gains importants d'un point de vue économique.